Voilà. On est le mercredi 18 juillet 2018, déjà. Ici Jean-Louis Magoudou, j'ai avec moi Jean-Étienne Dorsan, bonjour. Bonjour Jean-Numa, bonjour à tout le monde, bienvenue. Vous écoutez le 102.3 FM à Montréal, Radio Centre-Ville. C'est le magazine de nouvelles qui entre chez vous. Nous sommes également en direct sur Facebook et nous serons en différé sur WhatsApp et YouTube un peu plus tard. Alors, on va parler de demandeurs d'asile. Ouais, on va parler de l'accueil des immigrants. On l'avait traité, ce sujet-là, le mois dernier à Onsic-Cartierville. Absolument, où plusieurs qui travaillent dans le domaine de l'accueil, de support aux immigrants avaient lancé un appel à l'aide pour un certain nombre de... Ça a porté fruit. Oui, apparemment, ils ont collecté à date $20,000 qui permettraient de venir en aide à ces immigrants. Vous aurez des détails dans cette édition. Génial. Yeah. Et puis en Haïti, on va parler justement de cette rencontre entre les présidents des deux chambres et Jovenel Moïse dans la perspective de nomination d'un nouveau Premier ministre. On parlera également de Guy Delva, le Delva, ministre démissionnaire de la communication. démissionnaire qui se dit vexé des déclarations de Rénal Lubéris, pardon. Vous allez apprendre pourquoi. Guy Delva, est-ce qu'il est vexé? Et puis Guy Delva qui dit que le gouvernement continue de signer des choses. On ne sait pas c'est quoi, là, c'est ce qu'il a dit, des choses. Et puis on parlera d'un nouveau parti politique, Réseau Leader. Ce sera dans le sud-est. Oui. Ouais. Et on parlera aussi du Parlement avec Kisner Farrell qui analyse le budget et combien d'argent est ce qui est alloué au Parlement et patati et patata. Voilà, à tout de suite. Le 12e festival Haïti en folie, Haïti en folie, dans les rues de Montréal avec les groupes Rara Soleil et Rara Jazz, ce samedi 28 dès 16h. Départ du parc des Compagnons, Roué Montréal, les quartiers. Aïe aïe aïe, Rara dans Montréal, vinac de rabot nous, costume nous. Samedi 28 juillet, depuis 4h. Une initiative de Fondation Fabienne Poula. Info, haïtienfolie.com. S'il vous plaît, prenez note. Pour Longueuil et environ, la Unitransfert informe son aimable clientèle que ses services sont disponibles chez les agents autorisés suivants. Buanderie Magie au 5486 rue Orchard, coin Grande Allée, et Coiffure Élégance Plus au 575 boulevard Sainte-Foy, coin Notre-Dame. Unitransfert chaque jour, plus proche de vous. Un choix sûr pour vos transferts d'argent et de minutes vers Haïti. Info 514 852 86 48. Fondation Fabienne Cola vous invite au 12e festival Haïti en folie du 25 au 29 juillet avec Dany Laferrière, gastronomie, artisanat, spectacle gratuit d'Emeline Michel, Bitova et Emmanuel Auba, Fabrice Fouzier, Wesley, défilé Rara, rap créole et plus de 100 artistes. Haïti comme vous ne l'avez encore jamais vu du 25 au 29 juillet au quartier des spectacles à Parc La Fontaine et la Grande Bibliothèque. Info haïtienfolie.com, supporté par Banque TD, Patrimoine canadien, Centre des viandes FIA Senza, Magnus Poirier, Ville de Montréal et Rombard Moncourt. C'est un grand plaisir d'être ici à la Grande Bibliothèque pour cette rencontre organisée par Haïti en folie. Le 12e festival Haïti en folie vous invite à l'événement hommage Dany Laferrière à cœur ouvert 30 livres plus tard. Le vendredi 27 juillet, 18h à la Grande Bibliothèque, 475 boulevard de Maisonneuve-Est. Au programme, vente signature de tous ses livres et films ainsi qu'une conférence à cœur ouvert. Admission $40 à l'avance incluant un livre de votre choix. 27 juillet, 18h, Grande Bibliothèque. Billets et infos, haïtienfolie.com.
Voilà. Nos nouvelles apportées par Intexto tous les matins sur les ondes de Radio Centre-Ville du lundi au vendredi et en direct également sur Facebook. On vous le disait, on allait vous parler des demandeurs d'asile. Intexto a effectué un suivi du côté de Ahuntsic-Cartierville qui avait lancé un appel à l'aide Ouais. il n'y a pas longtemps. Ouais, c'était Et le- finalement, ça a porté fruit, Jean-Étienne. À date, on a récolté déjà 20 000 $ qui a permis aux organisateurs de cette campagne de venir en aide à plusieurs, pas mal de demandeurs d'asile, d'ailleurs, dont un nombre important d'Haïtiens. Au début, ils voulaient recevoir toutes sortes de dons pour assister Des matelas, des lits, Absolument. des vaisselles, Mais des ils ont- ustensiles de cuisine. Oui, ils ont beaucoup plus recevoir de dons en argent. OK. Et là, on va écouter Donald Boisvert, qui est le directeur général de la Corbeille Bordeaux-Cartierville, qui coordonne tout ça. OK. Il va nous expliquer non seulement expliquer comment ils ont reçu cet argent et surtout qu'est-ce qu'ils comptent faire avec. OK. Point de vue, on n'a pas reçu énormément de dons en couches et en lait, mais par contre, on a reçu quand même beaucoup de dons en argent qui nous permet justement de pouvoir acheter vraiment en fonction des besoins des gens. Donc, on a commencé la distribution des couches et du lait il y a déjà 2 semaines. Donc, ça nous permet d'acheter l'argent vraiment en fonction des besoins des personnes. Est-ce qu'on peut avoir une idée de qu'est-ce que vous avez reçu en termes de chiffres comme argent? Écoutez, Environ? on est au-delà de 20 000 $ présentement. Et ça vous permet de faire quoi concrètement? Concrètement, présentement, ça nous permet d'acheter vraiment des couches et du lait maternisé. Donc, on est capable d'acheter des produits très ciblés pour les gens. Et on est en train de regarder pour pouvoir acheter des matelas. Parce qu'évidemment, on reçoit des bases de lit, mais il y a beaucoup de familles qui ont besoin de matelas. Et on ne pouvait pas recevoir de dons de matelas à cause justement des problèmes de punaises de lit et tout ça. Donc, on est en train de regarder pour faire des achats de matelas avec une partie de cet argent-là. Oui, M. Boisvert qui a expliqué un peu comment ils vont s'organiser avec les dons reçus jusqu'à présent, j'en ai marre. Ouais. Il faut dire que... Il a parlé de punaises de lit, de toutes ils sortes d'affaires. Hein. Absolument. Ils ont évité de prendre des matelas, par exemple, pour éviter la propagation de Faut cette pas espèce-là. partager vos bibites avec les gens non plus. Définitivement. Hein. Voilà pourquoi ils encouragent énormément les gens à donner de l'argent pour cette période, parce qu'il va l'expliquer. Maintenant, la priorité, c'est les meubles, ce n'est plus les besoins alimentaires de base, etc., mais c'est beaucoup plus les meubles. Les gens ont besoin de meubler leur... Définitivement. Et leur là, il faut appartement. comprendre aussi que même s'il n'arrivait pas à donner les chiffres maintenant, il précise qu'il y a encore des immigrants qui continuent à arriver. Et même si aussi les dons, il y a une certaine lenteur dans la réception des dons, mais la porte est toujours ouverte. Pour ceux qui veulent contribuer, on va l'écouter à nouveau, M. Boisvert, là-dessus. Donc, ça se passe bien. Et puis, au point de vue des donations de meubles, ça fonctionne, mais il y a un petit ralentissement présentement, là. Donc, c'est sûr qu'on a toujours besoin de bases de lit, de tables, de chaises, des chaises hautes pour enfants, des choses comme ça. Vous continuez à recevoir des nouveaux arrivants? Non, mais ça arrive de manière continuelle. Il y a des gens qui se rajoutent tout le temps, là. Vous n'avez pas les derniers chiffres? Non, présentement, il y a beaucoup de gens en vacances, fait qu'on n'a pas les derniers chiffres, mais on sait que ça rentre. Nous, ici à la Corbeille, on en reçoit de manière continuelle, là. On espère vraiment pouvoir avoir les derniers chiffres bientôt sur les nouveaux arrivants, les nouvelles arrivants qui arrivent là-bas et que ces organisations-là continuent à supporter. Mais il faut dire que le besoin réel maintenant, il a précisé dans les 2 extraits précédents, c'est définitivement les meubles. Et M. Boisvert qui rappelle à tout le monde que la porte est encore ouverte. Si vous voulez faire des dons jusqu'au mois de septembre, il va encore rappeler les possibilités, les différentes méthodes que vous Donc, pouvez jusqu'au utiliser. mois de septembre, c'est possible de faire des dons. Oui. Et il priorise des dons en argent aujourd'hui. Absolument. Ou des matelas neufs. Pour éviter les punaises. Oui, absolument. Non, au point de vue des meubles, c'est toujours évidemment table, chaise, comme je disais, chaise haute, des bases de lit, c'est encore des choses qu'on a besoin. Et c'est sûr que le mieux, c'est d'envoyer des sous. Ça nous permet vraiment d'acheter directement en fonction des besoins des gens. Bien sûr, on peut soit aller sur le site de la Corbeille Bordeaux-Cartierville, donc le www. La Corbeille Bordeaux-Cartierville. Il y a là au bas de la page
un onglet marqué Canadon. On peut faire des dons via le site transactionnel Canadon. On peut aussi envoyer des chèques directement à la corbeille en indiquant sur le chèque Opération Bordeaux-Cartierville Accueil. Donc, c'est au 5080 du Domaine à Montréal, au H4J1N6. Donc, nous, on s'occupe de prendre l'argent et de le redistribuer. Alors, il est là, François. Ouais. François, oui, bonjour. Ouais, comment il va? Tu es en train de déjeuner ou? Bonjour, Jemima. Bonjour, Jean-Tom. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Il fait soleil, je te rappelle. Hein, parce que hier, tu n'étais pas au courant à cette heure-ci qu'il pleuvait des cordes. Hein. Ah oui, tout à fait. Il fait toujours soleil pour moi. D'accord. C'est bon. Comme ça. Ouais, grâce à Hydro-Québec. C'est ça, exactement. J'entendais le monsieur qui demande aux gens d'apporter de l'aide, qui fait un appel à l'aide pour les demandeurs d'asile. On va enchaîner avec toujours cette question de demandeurs d'asile. Je ne sais pas si vous savez, c'est que au niveau du ministère de la Famille, il y a, au sein de la petite enfance, il y a une directive. La directive veut que, par exemple, les enfants de demandeurs d'asile qui doivent aller à la garderie, ils n'ont pas accès. Ils n'ont pas accès à la garderie. Et ils doivent, si par exemple, les enfants doivent aller à la garderie, les parents doivent payer. OK. Je ne sais pas si vous étiez au courant de ça. Non. Alors, il y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est injuste parce que les enfants, ils ont accès à l'école primaire, secondaire. Mais ils doivent payer le plein prix à la garderie, c'est ça? Oui. Même les garderies subventionnées? Ça veut dire que la seule façon pour les enfants d'avoir accès à la garderie subventionnée, c'est si jamais les parents travaillent. Alors maintenant, on dit que c'est contradictoire. Parce que si vous ne gardez pas les enfants, si maintenant les enfants ne sont pas à la garderie, comment les parents vont travailler? Alors, comment est-ce qu'ils vont travailler? Comment est-ce qu'ils vont? C'est ça la question. Alors, on trouve que c'est pas normal qu'on demande à des gens qui n'ont pratiquement rien. Et c'est pourquoi je dis, j'enchaîne avec ce que le monsieur disait pour l'appel à l'aide des gens qui doivent vivre souvent avec $640, $642. Alors, vous leur demandez de payer une garderie à $30, je pense, pour si ce n'est pas subventionné. Alors, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que là, on dénonce cette attitude contradictoire de la société, du ministère de la Famille et de l'enfance, parce que là, en faisant ceci, on devrait vraiment démontrer qu'on ne comprend pas la réalité par rapport à ça. Alors, ça, c'est le premier point. Et un autre point, c'est que il y a un monsieur qui, actuellement, il fait face à la déportation, il n'est pas demandeur d'asile, parce qu'il n'a pas reçu une lettre postée à son ancienne adresse. OK. Il avait une demande de résidence permanente en cours. L'immigration Canada a écrit à ce monsieur pour lui demander de se présenter pour venir signer sa résidence. Comme monsieur a dû changer d'adresse, monsieur a changé d'adresse, il n'a pas reçu la lettre. Et normalement, il devait chaque fois qu'on change d'adresse, on doit informer tous les services d'immigration. Absolument. OK? Alors, ça, c'est sa faute. Parce qu'effectivement, il devrait le faire, mais il ne l'a pas fait. Alors, ce qui est arrivé, c'est que ce monsieur-là, il est un Libanais. On a écrit, on lui a dit, puisque vous ne vous êtes pas présenté et que vous n'êtes pas intéressé,
finalement, on a mis fin à ce dossier et immédiatement, on a transféré le dossier à l'agence de services frontaliers du Canada qui lui a demandé de quitter le pays. Alors, monsieur dit que pour une lettre qu'il n'a pas reçue, on ne peut pas être aussi dur, aussi sévère envers lui. Alors, il demande qu'on prenne ce cas en considération, mais vraiment, ça c'est de sa faute. Mais pour voir comment c'est un appel qu'on lance aux gens également pour leur dire qu'il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Parce que de toute façon, c'est... Mais François, comment on a pu le contacter maintenant, puisqu'il n'avait pas reçu la première correspondance? Comment on fait? C'est lui qui a contacté. C'est lui qui a contacté par la suite les gens pour dire qu'il n'a pas de nouvelles du tout. C'est ça, oui. Il n'a pas de nouvelles et voilà sa situation. Et c'est là qu'on lui a dit, monsieur, c'est à vous. On vous avait convoqué. Et généralement, ça se passe comme ça. On vous a convoqué 2 fois, 3 fois. Si jamais il avait un représentant, on aurait communiqué peut-être avec le représentant. Oui, absolument. Mais là, on ne peut pas, par exemple, on ne peut pas attendre, laisser traîner le dossier pendant un certain temps. Alors là, maintenant, on a mis fin au dossier. Et dès qu'on met fin au dossier, c'est que la personne n'a plus de dossier en cours, elle n'a plus de statut, et c'est l'agent de service hospitalier qui s'en occupe. Mais qu'est-ce qu'il peut faire en termes de recours maintenant? Il n'y a aucun recours? C'est de sa faute. C'est de sa faute. On ne peut pas. Quand vous avez commis une faute, il faut payer pour ça. Ouais. Que souvent, les gens pensent mais ça coûte cher. Ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Et là, c'est sûr que s'il y a une intervention politique, peut-être que ça peut aider. Il dépend de la bonne grâce du ministre de l'Immigration, là. Oui, un député, quelqu'un qui peut faire quelque chose pour lui, mais en général, l'agent d'immigration a le devoir de fermer le dossier si jamais il n'a aucune nouvelle du demandeur ou de la personne en question. C'est malheureux en ce sens. Vous ne pouvez pas vous déplacer comme ça sans signifier votre mobilité, là, hein? Oui, ça, on lance cet appel-là. C'est le deuxième appel à l'émission, là. On lance cet appel aux gens pour leur dire, de grâce, quand vous changez d'adresse, on sait qu'on vient d'avoir le 1er juillet, on sait que beaucoup d'entre vous avez changé d'adresse. Alors, on vous prie vraiment de préciser, d'annoncer. Allez, par exemple, à la commission de l'immigration et au complexe d'Ifavo, allez changer votre adresse. Appelez le centre du service à la clientèle de Immigration Canada. Changez votre adresse parce que si vous ne recevez pas de courrier, moi j'ai un cas que j'ai vu dernièrement, la personne a fait un appel de la décision pour la question de l'obligation de résidence et il a fait appel, mais après il est retourné à l'étranger. Il a donné une adresse de quelqu'un qui apparemment n'a pas vu cette lettre-là. Alors, puisqu'on l'a écrit, on lui a demandé d'envoyer les documents additionnels pour pouvoir déterminer si oui ou non il a respecté le nombre de jours. Il n'a pas reçu la lettre. Il n'avait pas de représentant. Et puis, après 15 jours, on a compris qu'il a désisté. Imaginez. Alors, immédiatement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis sur le dossier et cette mesure de détermination de ce jour est devenue exécutoire. Incroyable. Il n'a pas pu. Maintenant, il voulait entrer. Il a sa carte de résidence permanente qui est trop valide, mais il ne veut pas entrer parce qu'il n'a plus le statut de résident permanent. Wow. OK. Alors, autre nouvelle? Autre nouvelle. On a du côté de l'Ontario. Alors, ça bouge toujours. Hier, on était en train de parler de ça et le gouvernement fédéral a promis de l'aide à la province de l'Ontario. 11 millions, je crois. Oui. Et il y a la ministre responsable de l'immigration en Ontario qui, jusqu'à présent, est très, très remontée contre le ministre de l'immigration. Ouais. Alors, dans les coulisses, on se dit qu'avec ce conflit ouvert entre le ministre de l'immigration et la dame et celle de l'Ontario, et surtout aujourd'hui on parle de remaniement ministériel, alors on dit il faudrait voir parce que le conflit ouvert, le Parti conservateur a vraiment critiqué
la position du ministre, parce que le ministre a dit que les gens ne comprennent pas et puis il n'avait pas apprécié que Bickford ait traité les demandeurs d'asile illégaux. Il n'avait pas apprécié ça. Alors, ça bouge. Le comité parlementaire sur l'immigration s'est réuni. Alors, et du côté du NPD et du côté du Parti conservateur, on demande que le ministre fasse un geste en direction de la ministre de l'Ontario, parce qu'on dit que c'est lui qui a d'abord commencé avec ces attaques. Alors, il faut les suivre pour voir comment cela va se passer. Wow. Ça devient... Ça prend des allures personnelles maintenant. Mais oui, tout à fait. Pour terminer, on a M. Donald Trump qui vient d'avoir un revers pour les expulsions de familles de migrants, parce qu'il y a un juge fédéral, le San Diego, qui a ordonné la suspension pour 7 jours des expulsions de familles de migrants, tout juste réunis après avoir été séparés par les autorités américaines. Donc, vous voyez, c'est pas une activité qui est arrivée aux États-Unis. Dans un premier temps, on les a séparés. Les enfants d'une part, les parents d'une part. On a pu réunir quelques 60 enfants avec les parents. Et on se préparait à renvoyer ces parents-là dans leur pays. Alors finalement, il y a un juge, le juge Dana Sabo, il a pris la décision, il a donné jusqu'à 7 jours au gouvernement fédéral pour répondre, parce qu'il dit qu'on ne peut pas renvoyer ces gens-là de cette façon-là, sans même leur donner la possibilité qu'il y ait une audience pour écouter leur dossier, pour écouter leur cas. Alors, il a donné ça, il a donné 7 jours, alors on va voir ce que ça va donner. Voilà. Eh ben, merci beaucoup François Jean-Denis, je rappelle, qui dirige la firme Vision Max Service depuis une quinzaine d'années, spécialisée en immigration, justement ici à Montréal. Vous pouvez voir les coordonnées de François à l'écran sur Facebook. Eh ben, bonne journée François, à demain. Bonne journée à vous tous. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72 34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 14 36. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas.
ou à faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle, ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli, ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82, Montréal 438 876 93 98. Voilà, ce sont les nouvelles d'Haïti sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, le magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto, intexto.ca. Et nous sommes également en direct sur Facebook. Et hier, c'était cette fameuse rencontre au Palais national entre les présidents des deux chambres du Parlement haïtien, en la personne de Joseph Lambert et Gary Bodo à la Chambre des députés. Ils étaient au Palais, ils ont rencontré pendant 1h30, près de 2 heures, Jovenel Moïse autour du remplacement de Jacques-Guy Lafontaine qui, tout compte fait, a démissionné dans les circonstances que vous connaissez. Et Gary Bodo, justement, explique que le chef de l'État doit rencontrer sa clientèle politique, doit rencontrer d'autres partis et doit poursuivre les consultations, mais que lui et le président du Sénat, Joseph Lambert, ont signifié au chef de l'État que l'heure est à l'urgence de ce côté-là, qu'il va falloir aller vite et bien par rapport à la nomination d'un nouveau Premier ministre. Écoutons Gary Bodo. Pour le nommer Premier ministre, donc il dit non, il faut qu'on ait une deadline, mais il peut aller le plus rapidement possible parce que il pensait faut que les gens nous disent là, il était pensé faire des consultations, mais les nous finissons par la veille, il y a des gens clés, il faut le rencontrer, il faut le descendre dans base bateau pour rencontrer des gens. Donc ça va le faire que là prend quelques jours pour le faire consultation, après ça va brûler nous pour nous chita sous nous, nous faisons une chita sous profil, nous connaissons, nous allons le chita sous nous allons commencer par passer. Là nous attendons nous sur lui? Oui, parce que nous attendons nous sur plus ou moins profil avec qui rôle Premier ministre dans la conjoncture. Mais l'autre semaine, ou bien la mi-temps-semaine, à partir de l'autre semaine, peut-être demain ou après-demain. Donc, là, par président, un petit temps pour rencontrer l'équipe, pour rencontrer la famille politique, pour rencontrer les gens qui parlent pour lui tout. Donc, pour le tourner, pour lui faire consultation constitutionnelle, il y a quatre noms, qui est-ce qui va le Premier ministre, mais quand même, il revient au président de la République de choisir son Premier ministre. Voilà, Gary Bodo, président de la Chambre des députés. Vous vous souvenez, hier, oui? On en a parlé un petit peu hier, il y aurait des noms des parlementaires premiers ministrables. Et là-dessus, qu'est-ce que Gary Bodo pense, Jean-Luc? Ça ne serait pas nouveau. Vous vous souvenez le cas de Yvon Neptune, qui était président du Sénat, qui était devenu Premier ministre, et même le cas de Jocelyn Privert, qui était devenu par la suite président après Martelly. Pendant 1 an, le nom de Joseph Lambert, l'actuel président du Sénat, est cité pour devenir Premier ministre. Et là-dessus, dans les coulisses, il faut préciser. Oui, dans les coulisses. Oui, son nom est cité, pas de manière officielle. Mais là-dessus, sans faire de personnalité ni nommer le président du Sénat, le président de la Chambre des députés, Gary Bodo, dit que non, c'est pas une bonne idée qu'un parlementaire, quel qu'il soit, ait de la velléité aujourd'hui de laisser son poste, sa fonction de parlementaire, pour aller occuper des postes de Premier ministre. Et dans le processus actuel, on devrait écarter ça. Et il dit qu'il risque de faire des heureux ou des malheureux, mais c'est son opinion. Donc, on est capable de faire des heureux, comme ça, tout, on peut mettre des gens en face, mais c'est le risque. Pour moi-même, c'est les gens qui pour le ministre, il faut que ce soit qui pas sorti dans le Parlement,
pour pas avoir une mauvaise perception que chaque espace civil parlementaire a essayé de combler. Donc, il faut aller vers l'autre secteur de la vie nationale, là, même si il faut qu'il y ait des discussions sérieuses, qui chita, et sous du concret pour que vous votez un gouvernement d'ouverture et nous après le président à décider à la nation côté de promettre un gouvernement inclusif. Donc, c'est il y a tant de phénomènes. Donc, il faut qu'il fasse les alliances qu'il faut avec les forces sociales qui peut-être pas reconnaître dans le dernier gouvernement. Voilà. Et en Haïti, on a un gouvernement démissionnaire, mais apparemment qui continue à signer pas mal de documents. Ah ben c'est ce que dit Guy Delva pour sa première conférence comme ministre de la Communication démissionnaire. Mais le gouvernement ne s'arrête pas, dit-il. D'ailleurs, il dit même au niveau de son ministère, il continue de signer des documents, des choses, comme il a dit. On ne sait pas c'est quoi. Mais il précise que le gouvernement n'engage pas actuellement et n'engagera pas le pays vers de nouveaux projets. C'est sûrement des projets en cours ou des signatures qui méritaient d'être apposées. Le gouvernement ne s'arrête pas, dit-il. C'est dit gouvernement, les démissionnaires, mais le gouvernement pas fait mais. Le pays n'a pas fait mais, comme si il m'a signé là, il m'a voté moi là, dans le ministère de la communication, il m'a voté moi signé là. Comme si il n'a fait. Dans la culture, il n'a fait. Comme si le gouvernement n'a pas campé. Donc, soit m'a fait là, ou pas d'accord, c'est travail pas m'a fait là. Et tant que ministre démissionnaire. Oui, mais démissionnaire là, le gouvernement n'a pas existé. C'est ça m'a vu là. Vous comprenez ça, venir? Donc, ça veut dire que le gouvernement l'a fonctionné. Pendant qu'on a parlé là, il y a des bagages qui ont fait. Il y a des bagages qui ont fait, il y a des ministres, premiers ministres, il y a des responsabilités pour prendre. Et que nous apprenons normalement. Ce n'est pas nous pas l'engager, le pays annoncer de l'autre bagaille. Vous comprenez ça, qui partent là comme si c'est nous qui venons avec l'autre bagaille que nous allons faire, nous avons l'autre projet, nous avons l'autre contrat, des bagailles, nous allons faire de l'autre bagaille. Ce n'est pas, nous pas dans le moment ça, parce que nous avons liquidé des affaires courantes. Mais, comprenez bien qu'il y a pile bagaille pour nous régler pendant qu'on parle là. Voilà, il faut continuer à régler les choses, comme il dit le ministre de la Communication démissionnaire. Ouais. Alors, la semaine dernière, c'était cette semaine ou la semaine dernière, on a diffusé l'information sur l'un des secrétaires généraux du Conseil des ministres. Du Conseil des ministres, M. Rénal Lubéris, qui avait ouvertement, j'en ai marre, critiqué le problème de communication qu'on avait au sein du gouvernement. Et ça n'a pas plu tellement à... On le comprend. Et c'est pas seulement ça. M. Lubéris avait fait une déclaration qui, tout compte fait, accusait au moins 4 ministres dans ce qui s'était passé les 6 et 7 juillet dernier, donc les émeutes, dont Guy Delva lui-même, le ministre des Finances, du Commerce et un autre ministre au sein du gouvernement, selon des déclarations qu'avait faites M. Lubéris par ailleurs, en plus de ces déclarations concernant la police et concernant la question de communication. Oui, dans leur façon de gérer la question, il accusait ces ministres-là. On n'avait pas diffusé cet extrait, mais c'est public, les médias en ont parlé en Haïti. Et là, aujourd'hui, Guy Delva se dit vexé de cette déclaration. On va l'écouter. J'en parlais, nous avons regardé, moi je lis les reportages. Donc, côté il t'a fait connaître comme si c'est le ministre Sayo qui est responsable de tout ça qui t'a fait dans le pays après dans le jour Sayo. On a les jours. Et certain, c'est pas le président qui dit ça. Parce que le président lui-même nous parle avec le président. Après ça, nous avons des réunions avec le président. Et le président, au contraire, bon, il y a des trucs qui étaient faits parce que nous allons. Et parce qu'il y a des gens qui viennent dans le gouvernement qui baillent service. Ok? Et il faut respecter. Et même, quel que soit le monde qui t'a dit, on baille comme ça, je ne suis pas doué pour me couvrir. Quel que soit le monde. Je ne suis pas doué pour me couvrir. Donc, cela veut dire qu'il faut que le monde prenne responsabilité. Pour contre, qui gens le fait permettre de boucher du bail comme ça. C'est pas extrêmement grave. Okay? Et moi, je dis, moi, je ne pas accepter. Et je dis publiquement, et pas cachette, et pas pour dire demain, nous avons le conseil des ministres.
tant de même d'avoir dire ça. Non, il faut me dire publiquement parce que le public est vexé. Ça va doit faire. Et quel que soit le monde qui t'a dit là, moi-même, je ne peux pas accepter parce que c'est inacceptable. Voilà, qui se dit vexé des déclarations de Rénal Lubéris, qui est secrétaire général du Conseil des ministres démissionnaire. À Port-au-Prince, le syndicat des transporteurs qui souhaite porter plainte contre tout ce qui s'est passé la dernière fois contre les véhicules c'est ça, c'est que Jovenel Moïse, à la suite des émeutes, a rencontré le secteur privé, les gros bonnets en fait, qui ont perdu beaucoup à la suite de ces émeutes-là. Mais il y a aussi des petits commerçants, des chauffeurs de taxis, de camionnettes qui ont eu leur vitre de voitures d'auto brisées, des jets de pierre, des petits marchands. Et il y a du Club bénissois, un syndicaliste dans le secteur du transport en commun, qui vient d'ouvrir un registre de plaintes et qui invite justement la population, les petits bonnets, à venir déposer des plaintes afin de déposer un recours collectif contre l'État haïtien par rapport à ce qui s'est passé. Dans la veille, il y a une rumeur qui dit que le gaz a monté. La population a levé, campé, on est quel côté comment c'est bloqué. Le 5 juillet, nous sortons du président personnellement. Pas monter gaz pour occuper les gens qui ont menti, particulièrement le ministre de la Communication, qui a dit qu'il faut monter gaz quand même. Et l'elle fait ça, c'est problème dans le pays. Tout le monde constate le 6. Le gouvernement prend décision, tout le pété dans le pays. Ils mettent vini là, vini by doléance, vini avec photo, vini avec tout le bagage, n'a constitué un dossier pour nous régler l'État haïtien, la justice, pour capable restituer nos machines, nous. Parce que l'État d'accord pour la travailler avec le secteur privé des affaires là, pour capable faire continuer à fonctionner, en même monde ça yo tout besoin fonctionner, par nous tous haïtiens. Donc pas pour faire de malheur, mais nous connaissons monde ça yo, président Jovenel, d'ailleurs on a me dit son Mazoa, il perdit dans devant parce qu'il perdit premier ministre. Maintenant on va la choisir l'autre. Il pas capable dire pas chercher l'autre monde, qui ses amis encore. Ça veut dire que c'est la continuité. Si c'est la continuité qu'on va le faire, il n'y a pas de même intention de monter gaz dans le pays. Nous-mêmes, nous avons toujours dit non. FMI a proposé une augmentation actuelle. On ne connaît pas si FMI a déjà dit c'est 45 gouttes de la prométhée pour qu'on prenne un seul coup. D'ailleurs, l'État va faire près de 20 milliards de gouttes dans 3 mois là. Et ça le déye. Ce n'est pas sur Haïti qui est écrasé, brisé, non pour question gaz. Tout côté, nous avons pour FMI, comme si Haïti, c'est nous pour l'accepter FMI, dans un pays qui est aussi pauvre que nous n'avons pas rien au fait. C'est venir écraser tout ça dans nos pays. On reste dans le même chapitre, Jeanne-Emma, pour dire que Guy Delva souhaite vraiment que la PNH puisse s'expliquer par rapport à tout ce qui s'est passé. Ouais, on n'en a pas fini avec les émeutes. Justement, on interrogeait Guy Delva hier lors de sa première conférence de presse comme ministre démissionnaire sur l'attitude de la police par rapport à ça. Et ce qu'a dit Guy Delva, c'est que eux autres, du côté du gouvernement, ils assument ce qui s'est passé, ils reconnaissent leurs erreurs et ils le disent publiquement. Et du côté de la police, il faudrait, d'ailleurs, il conseille le chef de la police, Michel Gédéon, à réaliser une conférence de presse afin de dire aux médias et à la population en général comment, pendant 2 jours, la police n'est pas lancé ne serait-ce qu'une bonbonne de gaz lacrymogène afin de dissuader des gens, des foules qui pillaient et qui cassaient et qui brûlaient Port-au-Prince littéralement. Si on va extrêmement grave, on va le dire plus sur lui. Ouais, parce que la police, nous avons besoin de la police. La police est une entité extrêmement importante pour le pays. OK? Donc nous ne pouvons pas fragiliser la police. Mais je pense que même le gouvernement qui a responsabilité, l'assumer et tirer les conséquences. Mais tout le monde faut assumer la responsabilité pour là. Comme si pour qui ça? Comme si effectivement. Et qu'il y a des gens qui rapportent des bagages, je n'ai pas besoin de répéter là parce que il est très grave par rapport à Jean dit. Comment va passer que la police là, au côté des côtés même, bon. Comment va les rentrer là? Mais c'est compliqué. C'est-à-dire que je as souhaité que. Et je pensais qu'il faut qu'on ait une explication qui baille. Il n'y a pas aucune explication qui baille, le plus difficile, le plus grave. Moi, je me conseiller, publiquement, me conseiller, directeur général de la police nationale là, Michel Gédéon, je m'ai fait la conférence de presse. C'est nécessaire pour le fond parler avec médias pour dire, mais pour qui ça que la police pas privée capable de faire le minimum, même du minimum, c'est-à-dire que on dit des gens qui ont gaz brisé là, où vont gaz lacrymogène? Où vont gaz lacrymogène?
Pas comme si ça trop grave. M'a dit, ou t'as que doit nous vivre dans une situation où dépasser par les événements, ça t'a que doit arriver. Mais au moins, vous faites quelques actions qui t'a qu'à montrer que la police a fait le travail de protéger et servir là. Donc, question ça, adressée à directeur général, s'il vous plaît. Voilà, Guy Delva. En Haïti, c'est tous les jours qu'on lance un parti politique, j'en ai marre. Ah, ben, tu sais combien de partis politiques qui sont représentés au Parlement aujourd'hui? Allez. 25. On a plus d'une centaine, évidemment. Mais aux dernières élections, il y a 25 partis politiques qui sont représentés actuellement à ce Parlement extrêmement hétéroclite. Hein? Et il y a, dans ce contexte-là, il y a un nouveau parti politique dans le sud-est du pays qui s'est créé. Ça s'appelle Réseau Leader. Écoutons ça. Aujourd'hui, nous recevons des missions féministes, mais pas le mandat, c'est pour aller tout. Donc, vous avez des missions, c'est le directeur général, base compromission pour l'argent, et n'a dit, président, faut tirer la révérence de cette passée. Et le Premier ministre nous dit, merci beaucoup, lui mettez à nu problème sociétal pays d'Haïti. C'est deux secteurs qui sont dans la misère, c'est la bourgeoisie avec certains parlementaires. Et aujourd'hui, paysans prennent note. Tout le monde prend note. Dossier, nous voulons défendre nous, se fait complot à un autre secteur. Fort de constat, réseau a proposé formation au gouvernement, il y a d'ouverture, cap charrier ensemble revendication population, à créer coup social là. Et plan A, c'est ça nous dit là. Donc le Premier ministre faut le choisir de façon dans consensus. C'est pas bourgeois. Ni parlementaire, par l'imposer président et Premier ministre. Je dis c'est président avec consultation des chambres pour choisir Premier ministre. Et le président dit qu'il parle accompagner bourgeois non dédommager nous-mêmes paysans, jardin nous brûler, bête nous aller. Faut le gain plan pour nous tout. Pour le bas nous par exemple, crédit, bon sémence, maïs, haricots, patates, manioc pour nous planter pendant la créer travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Ça des cash work là pour mois d'octobre là pour nous amélioration. Si c'est pas ça, n'a prend la rue pour demander départ ni gouvernement, ni parlementaire, ni On va voir jusqu'où le leadership de ce parti. Ouais, et qui donne déjà, qui annonce déjà les couleurs. Le leader. Ouais, qui commente fortement l'actualité brûlante et qui accuse les parlementaires d'être responsables dans ça. Vous vous souvenez, cette semaine aussi, il y a eu le scandale révélé par Ricard Pierre, un autre sénateur du Sud-Est, concernant la résidence de Joseph Lambert, qui est sénateur du Sud-Est et président du Sénat. Quoi? 9 $1,000 américains par mois, un total de quoi? Près de 8 millions de gourdes par année. Et pour la résidence... 7 millions 280 000 gourdes pour la résidence du président du Sénat. Et justement, les parlementaires sont mal perçus, sont mal vus aujourd'hui. Budgétivore. Oui, et justement, Kessner Farrell, l'économiste haïtien, a analysé le dernier budget qu'on va peut-être rappeler au Parlement. Mais dans le dernier budget, il y a vraiment une grosse part qui est allouée au Parlement. On voit par exemple dans lettre de cadrage que le Premier ministre Lafontaine, qui porte en TMT, il a dit que pour réduire le train de vie de l'État. Or, l'engagement dans le budget, bien service qui était 20,3 milliards de gouttes, le budget qu'a exécuté là, le budget l'année prochaine, il mettait 29,9 milliards de gouttes. Mon premier point. L'engagement des dépenses personnelles, on peut trois institutions, que le tarélé, présidence, primature, parlement. Présidence, plus que 700 millions de gouttes, ainsi que primature. Bon, primature, là, il y a quelques institutions qui dépendent de lui-même. Le parlement, si on prend simplement au niveau de chambre députés, dépenses personnelles 2,3 milliards de gouttes. Ils ont augmenté le budget parlement, particulièrement budget du chambre députés, de près de 4 milliards de gouttes qu'ils vont dépenser là. Donc, il faut un exemple en tout pour montrer que ils vont mettre une meilleure gestion, plus rigoureuse, que ce soit dans haute dépenses, dans les dépenses personnelles, pour que plus comme qui va disponible dans le trésor public pour les services publics. Nous n'avons pas trop avantage sous le temps qui démine déjà dépassé nous. Est-ce qu'il n'y a pas de nécessité pour que la fait pour de célérité? Ah, tout à fait. Parce que là, logiquement, le budget a été supposé qu'on y a l'analyse dans la chambre basse là, ensuite prêtez-vous le Sénat de la République là. Donc, pour bien raison, il faut aller rapide là, pendant que nous mettons le gouvernement en place, il faut qu'il y ait un travail sur le prochain budget pour gagner des réallocations pour faire dans le budget. Sinon, nous allons obliger à la reconduction budgétaire dans l'exercice fiscal 19-20. Qui va même réalité sociale économique. Même réalité sociale économique, surtout après ça sorti le 6 et 7 juillet. Nous ne pouvons pas perdre du temps là, c'est rapide, c'est analyse, c'est discussion. L'heure est à l'urgence. Il faut que le Parlement lui-même
même tout participer dans bagarre là. Il y a parlé d'état généraux, je dis à me penser son état d'urgence particulièrement sur le budget pour financer un nouvel agenda social pour que nous puissions diminuer la tension sociale ça qui est dans le pays. Le 12e festival Haïti en folie vous invite au défilé Rara Haïti en folie dans les rues de Montréal avec les groupes Rara Soleil et Rara Jazz ce samedi 28 dès 16h. Départ du parc des Compagnons, rue Montréal, les quartiers. Aïe aïe aïe, Rara dans Montréal, vinaigre drapeau nous, costume nous, samedi 28 juillet, depuis 4 heures. Une initiative de Fondation Fabienne Poula. Info, haïtienfolie.com. S'il vous plaît, prenez note. Pour Longueuil et environ, la Unitransfert informe son aimable clientèle que ses services sont disponibles chez les agents autorisés suivants. Buanderie Magie au 5486 rue Orchard, coin Grande Allée, et Coiffure Élégance Plus au 575 boulevard Sainte-Foy, coin Notre-Dame. Unitransfert chaque jour, plus proche de vous. Un choix sûr pour vos transferts d'argent et de minutes vers Haïti. Info 514 852 86 48. Fondation Fabienne Cola vous invite au 12e festival Haïti en folie du 25 au 29 juillet avec Dany Laferrière, gastronomie, artisanat, spectacle gratuit d'Emeline Michel, Bitova et Emmanuel Oba, Fabrice Fouzier, Wesley, défilé Rara, rap créole et plus de 100 artistes. Haïti comme vous ne l'avez encore jamais vu du 25 au 29 juillet au quartier des spectacles, Parc La Fontaine et la Grande Bibliothèque. Info haïtienfolie.com. Supporté par Banque TD, Patrimoine canadien, Centre des viandes FIA Senza, Magnus Poirier, Ville de Montréal et Rombar-Mancourt. C'est un grand plaisir d'être ici à la Grande Bibliothèque pour cette rencontre organisée par Haïti en folie. Le 12e festival Haïti en folie vous invite à l'événement hommage Dany Laferrière à cœur ouvert 30 livres plus tard. Le vendredi 27 juillet, 18h à la Grande Bibliothèque, 475 boulevard de Maisonneuve-Est. Au programme, vente signature de tous ses livres et films, ainsi qu'une conférence à cœur ouvert. Admission $40 à l'avance, incluant un livre de votre choix. 27 juillet, 18h, Grande Bibliothèque. Billets et infos, haïtienfolie.com. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement $4,25. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 1436. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas.
Ou al faire affaire avec une compagnie de graines gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu Coin Ruelle Vaillant Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. C'est 7h50 sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. Nous sommes également sur Facebook avec le magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto tous les matins du lundi au vendredi. Alors, les commentaires, Jean-Étienne, ça va tourner autour de la nomination du nouveau Premier ministre avec cette mise en garde de Gary Boudreau, président de la Chambre des députés, dans un contexte de noms qui sont cités, comme Joseph Lambert, le président du Sénat, pour devenir Premier ministre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je me fais un plaisir de t'écouter. Par rapport à quoi? Par rapport aux commentaires sur ça. Ah bon? Une façon de me dire que tu n'en as pas. Je ne pense pas que j'en ai. En fait, j'avais pas des idées faites sur ça. D'ailleurs, j'étais pas au courant que c'était ça qu'on allait parler. Donc, je te laisse le soin de le commenter alors. Ok, génial. Gary Boudreau a justement mis en garde les parlementaires. Ce qu'il a dit, c'est que on doit arrêter de créer cette perception qu'à chaque fois qu'il y a un trou, une place libre au sein d'un gouvernement pour devenir soit Premier ministre ou président, il y a un parlementaire qui se manifeste à l'idée de laisser sa fonction et de devenir soit Premier ministre ou président, ce qui a été fait par le passé. On l'a souligné hier et encore une fois aujourd'hui avec Yvon Neptune, avec Jocelyn Privert et bien d'autres. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Qui devrait devenir Premier ministre? Ils ont discuté de ça hier. Sur le profil du Premier ministre, Gary Boudreau en a parlé. Jovenel Moïse, selon ce qu'a dit Gary Boudreau, avait l'air assez pressé, mais veut bien faire. Tiens, on n'en a pas parlé, mais hier, l'OPL avait donné une conférence de presse pour discourir autour du profil du Premier ministre et dire également que le parti serait prêt à participer au prochain gouvernement inclusif. OK. Voilà, c'est déjà un au sein de la classe politique. Maintenant, est-ce que Jovenel Moïse va rencontrer aujourd'hui et demain, là, cette semaine, en tout cas, il a un peu le feu de ce côté-là pour vraiment mener les consultations assez vite et décider c'est qui va devenir le prochain Premier ministre. Voilà, la table est mise. Bon, écoutez, moi je pense que à cette phase de l'affaire, il faut juste attendre ce qui va se passer dans le sens où on n'a pas les éléments qu'il nous faut pour commenter avec beaucoup d'exactitude qui va être le Premier ministre. Là, on est dans une phase de consultation. On peut toujours, les partis politiques comme OPL, les citoyens, les secteurs de la société civile peuvent toujours dresser ce qu'ils appellent un profil du Premier ministre.
Mais il revient définitivement au président de la République de choisir cet élément-là qui va être soumis au Parlement pour approbation. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que Jovenel Moïse va choisir quelqu'un qui puisse vraiment, comme je l'ai dit depuis la semaine dernière, mettre ensemble les Haïtiens, travailler au profit du peuple haïtien. Et ça, c'est le grand défi. Il faudrait peut-être choisir Jésus-Christ? Je ne dis pas ça. Je pense qu'il y a des Haïtiens assez compétents. Il faut aller les chercher, il faut savoir les identifier, qui puissent vraiment avoir, comme tu as expliqué hier, beaucoup d'expérience politique, mais aussi qui ont le cœur pour faire avancer les choses. Et là-dessus, c'est le grand défi du président de la République de pouvoir trouver cet élément-là, le mettre dans une situation où il pourra donner des résultats et par rapport à tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a. Moi, je te dirais que Jovenel Moïse a un sacré problème. Il a une perception à l'effet que c'est quelqu'un qui n'écoute pas, qui n'a de conseiller que lui-même, qui fonctionne avec des œillères. Et c'est peut-être pour ça qu'il avait choisi Jacques-Guy Lafontaine, qui était pratiquement un premier ministre béni oui et amen à tout ce que le président dit. Maintenant, si vous formez un gouvernement d'ouverture, il y aurait toutes sortes d'idées, là, toutes sortes de tendances au sein de ce gouvernement. Donc, vous devriez avoir une grande capacité comme président, une grande capacité de leadership, de gestion aussi de ressources humaines minimalement au sein de votre équipe gouvernementale pour pouvoir mener tout ça à bien. Avec Jacques-Guy Lafontaine, c'était facile pour Jovenel Moïse. Il décidait tout et puis Jacques-Guy Lafontaine exécutait. Je vais laisser le bénéfice du doute et j'espère que Jovenel Moïse et ses collaborateurs sont assez intelligents pour comprendre justement avec ce qu'on a vu la dernière fois. Tout le monde disait qu'il ne fallait pas aller dans cette direction-là. Ils ont poursuivi et on a vu ce que ça a amené. Le ministre de la Communication, la veille, 1 ou 2 jours avant, continue à dire on va tout droit là, il ne faut même pas... C'était du petit n'importe quoi en matière de communication. On va vous envoyer un communiqué quand ça va se faire, mais il n'y a pas de doute, ça va se faire. Maintenant, vous l'écoutez lui-même qu'il dit on a pris la leçon et que... Voilà. Donc, on va juste espérer que Jovenel Moïse et ses collaborateurs, ses politiciens puissent comprendre que on ne peut pas faire les choses toujours à sa manière. Il y a d'autres gens à écouter, il y a d'autres façons de faire. Et puis, il est 57. Voilà, on va se retrouver demain, 7h. Ben voilà, qu'est-ce que vous voulez. Bonne journée, mesdames et messieurs. On est le 18 juillet. C'était nos nouvelles apportées par intexto.ca.